Des chercheurs de Google DeepMind ont posé une question sur papier le 10 juin 2026. Pas quand arrive l'AGI. Cette question-là, ils la jugent presque résolue. Leur vraie question, que se passe-t-il quand 1 million d'intelligences à niveau humain tournent 100 fois plus vite que vous? Épisode Google DeepMind, la roadmap vers la superintelligence. Chapitre 1, l'AGI comme ligne de départ. DeepMind vient de changer la question. Pas quand, quoi d'après. Depuis des années, on nous promet l'AGI comme une ligne d'arrivée, le moment où une machine atteindra le niveau humain et tout changera. Google DeepMind vient de publier une étude pour dire que cette image est fausse. Pas parce que l'AGI n'arrivera pas, mais parce que ce n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une ligne de départ. Le document s'appelle From AGI to ASI, selon son dépôt Archive, 57 pages. En tête de ce texte figure la liste de 14 auteurs, dont Shane Legg, cofondateur de DeepMind, et Marcus Hutter, le chercheur qui a passé sa carrière à construire une théorie mathématique formelle de l'intelligence. Quand ces deux-là publient ensemble, ce n'est pas un essai de plus, c'est le domaine qui regarde devant lui et essaie d'articuler ce qu'il voit. La première chose qu'ils font, c'est définir précisément les niveaux. L'AGI, une IA capable de tenir la plupart des postes qu'occupent des humains. Pas superhuman dans aucun domaine, mais compétente sur tout ce qu'un professionnel accomplit, que ce soit du développement logiciel, du droit ou de la recherche. Imaginez un modèle qui passe sa matinée à relire un contrat de fusion-acquisition, puis bascule sur l'analyse d'une cohorte médicale l'après-midi, sans qu'on ait besoin de le reformer pour chaque tâche. Puis là ici, la superintelligence, dont la barre est bien plus haute qu'on ne l'imagine. Pour qu'une IA soit qualifiée de superintelligence, elle doit surpasser des dizaines de milliers d'experts humains coordonnés travaillant sur un même problème pendant 10 ans. AlphaFold, qui résout la structure des protéines mieux que n'importe quel biologiste, ne passe pas ce seuil, trop spécialisé. L'ASI doit être générale et décisivement supérieure dans quasiment tous les domaines. Et au-dessus de ça, il pose une limite théorique, une intelligence maximale que les mathématiques permettent de décrire, mais qu'aucune machine physique ne pourra jamais atteindre. Ce plafond existe. C'est une des premières fois qu'un grand laboratoire dit clairement « Même un agent infiniment plus intelligent que nous resterait borné ». Ce n'est pas une limite posée par modestie, c'est la conclusion directe du cadre mathématique que Marcus Hutter a développé pendant 20 ans. Son modèle décrit l'agent le plus intelligent possible dans un environnement donné, et cet agent reste fondamentalement limité par les données qu'il peut traiter et le calcul qu'il peut effectuer. L'intelligence maximale théorique existe, elle est bornée et elle n'est pas infinie. On y reviendra au chapitre 4. Ce qui frappe dans ce texte dès le début, c'est la façon dont il décrit une IA comme un objet fondamentalement différent de nous. Former un chercheur humain prend 20 ans de vie entière pour produire une seule personne à la fois. Un modèle peut être copié à l'identique en quelques secondes, mémoire et apprentissage compris. Des milliers d'instances du même modèle peuvent travailler en parallèle, partager ce qu'elles découvrent, se spécialiser à la volée. Cette propriété change radicalement ce qu'on entend par progrès dans ce domaine. Quand un chercheur humain fait une découverte, elle se diffuse sur des années, passant des laboratoires aux étudiants à travers des cycles d'enseignement et de publication qui prennent une décennie. Un modèle, lui, diffuse instantanément tout apprentissage à chaque instance qui tourne en parallèle, sans délai, sans friction sociale. C'est la différence entre un réseau de neurones biologiques et une infrastructure numérique. L'un accumule lentement par l'usure du temps et la contrainte du corps. L'autre se réplique à volonté, à coût marginal quasi nul. Concrètement, si un modèle AGI résout un problème difficile à 6 heures du matin à Tokyo, la même connaissance est disponible à chaque autre instance dans le monde à 6 heures et 1 seconde. Il n'y a pas d'équivalent biologique à ça. Et c'est là que cette étude pose son calcul le plus dérangeant. Si 1 million d'intelligences coordonnées tournent 100 fois plus vite que nous, qu'est-ce que ça produit exactement? Chapitre 2, 4 routes, une seule destination. 100 millions d'intelligences coordonnées. Et si c'était déjà suffisant? Voici le calcul. Selon Epoch AI, la puissance de calcul disponible pour entraîner les grands modèles croît d'environ 10 fois par an. C'est la combinaison des puces qui s'améliorent, des investissements qui explosent et des algorithmes qui deviennent plus efficaces à chaque génération. Ce rythme tient depuis une décennie et les auteurs précisent que c'est une estimation conservatrice. Maintenant, imaginez que l'AGI arrive dans les prochaines années et que les modèles individuels plafonnent là, à ce niveau humain. Pas de percée supplémentaire, juste de la mise à l'échelle. Si 1000 instances AGI tournent simultanément aujourd'hui, dans un an, on en aurait 10 000, dans 2 ans, 100 000, et dans 5 ans exactement, 100 millions d'instances à niveau humain. Ou, autre façon de le voir, 1 million d'instances tournant 100 fois plus vite qu'un humain médian. L'étude pose alors la question sans y répondre complètement. Est-ce que ça, c'est déjà une superintelligence ? 100 millions d'intelligences coordonnées, partageant leurs apprentissages en temps réel et se spécialisant à la volée. La réponse implicite est oui ou presque. Ce qui change tout dans notre façon de voir le problème, on n'a peut-être pas besoin d'une percée qualitative spectaculaire.
La superintelligence pourrait arriver par accumulation, pas par saut. Pour y arriver, l'étude identifie 4 routes qui se renforcent mutuellement. La trajectoire la plus directe est celle de la mise à l'échelle pure, des modèles qui grandissent en taille, entraînés sur des corpus plus vastes à mesure que la puissance de calcul augmente. Une rupture architecturale profonde représente une piste distincte, sortir du paradigme dominant pour des approches qui repoussent des limites que les architectures actuelles ne franchissent pas. Aujourd'hui, tous les grands modèles de langage partagent une architecture que les auteurs datent de 2017, performante mais conçue dans un contexte très différent de celui qu'on traverse. Il est probable que la prochaine génération ressemble peu à ce qu'on connaît. Ce qui crée le plus de tensions intellectuelles dans ce domaine, c'est l'IA qui améliore l'IA. L'idée que des systèmes commencent à contribuer à la recherche sur l'IA, produisant de meilleurs systèmes, qui contribuent encore plus efficacement, une boucle potentiellement explosive. 2 programmes de DeepMind, FunSearch et AlphaEvolve, sont cités comme premières manifestations concrètes. Des modèles qui ont découvert des algorithmes inédits, au-delà de tout ce qu'on leur avait appris. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qui s'est passé en 2024 et 2025. La différence avec la loi de Moore est ici essentielle. L'amélioration du matériel est externe à l'IA, pilotée par des ingénieurs humains. L'auto-amélioration, elle, est interne. Le système participe à sa propre évolution, ce qui change fondamentalement la nature de la boucle. Et ce chemin reste peut-être le plus discret dans les discussions publiques, mais potentiellement décisif. L'ASI qui n'émerge pas d'un seul modèle géant, mais d'une organisation de millions d'agents coordonnés. L'étude contient une formule que j'ai relue plusieurs fois. Un PDG ou un politicien AGI pourrait au sens littéral parler à chaque employé ou électeur, supprimant le besoin de hiérarchie profonde et réduisant les frictions bureaucratiques. Aucune métaphore ici, c'est une description de ce que la coordination à grande échelle entre agents rend structurellement possible. Imaginez une organisation où chaque arbitrage stratégique peut être testé simultanément sur des milliers de simulations, chaque obstacle bureaucratique dissous par un agent qui comprend le contexte de chaque interlocuteur. Ce qui ramène à la question centrale. Si ces 4 routes existent, qu'est-ce qui pourrait les bloquer? Parce qu'il y a des murs. 6 précisément. Chapitre 3. Les 6 murs. Chaque chemin a ses points de résistance. L'un d'eux est le plus étrange de tous. Il n'est pas physique, il est conceptuel. L'obstacle le plus souvent cité d'abord, le manque de données. Les textes humains de qualité disponibles sur Internet sont en passe d'être épuisés pour entraîner les prochains modèles. L'étude estime que l'échéance est dans la décennie. Cet obstacle est réel, mais ses contre-mesures sont déjà actives. Les modèles peuvent générer leurs propres données d'entraînement et s'améliorer par simulation, apprenant au fil de leurs interactions sans attendre un nouveau cycle d'entraînement. La frontière n'est pas fermée. Derrière lui, la contrainte économique. Toute cette puissance de calcul a besoin d'infrastructures physiques, des puces à la fabrication coûteuse sur des chaînes géopolitiquement tendues et des data centers énergivores dont le substrat dépend de matériaux rares aux approvisionnements non garantis. Une infrastructure de cette envergure ne se construit pas en 6 mois, mais les retours économiques que l'IA génère créent leurs propres ressources pour financer la suite, et les géants technologiques investissent déjà à des niveaux que peu d'États pourraient égaler. Plus subtile est la question des architectures. Les systèmes actuels ont peut-être un plafond, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que certaines capacités pourraient nécessiter des approches radicalement différentes de tout ce qui existe aujourd'hui. Ce qui est moins visible mais tout aussi contraignant, la difficulté croissante de la recherche IA. Elle progresse, mais les percées faciles ont été faites. Les prochaines demandent plus d'expérience, un temps de maturation plus long, des hypothèses plus profondes. C'est la loi de tous les champs qui arrivent à maturité, et l'IA n'y échappe pas. L'originalité propre de cette étude, et sa contribution la plus précieuse, est dans ce que les auteurs appellent la barrière d'abstraction. L'idée est la suivante. Les humains reçoivent peu d'informations et la traitent lentement. Et c'est précisément pour ça qu'on a développé une pensée conceptuelle dense, capable de nommer ce qu'on ne sait pas encore mesurer et de construire des modèles du monde à partir de peu. Les IA, elles, ingèrent des bibliothèques entières en quelques secondes. La question qui se pose alors est redoutable. Est-ce que la profondeur conceptuelle humaine est un produit de cette lenteur contrainte? Et si les IA, entraînées sur des abstractions déjà formées par des humains, ne pouvaient que recombiner les nôtres, sans jamais en inventer de nouvelles? L'étude formule un test très concret. Entraîner un modèle sur toute la connaissance humaine disponible avant Newton. Pourrait-il dériver la relativité générale? Non. Pas par manque de puissance, mais parce que les concepts nécessaires pour y arriver n'existent pas encore dans cette base de connaissances. Une IA peut être brillante à l'intérieur de notre espace conceptuel. Pensez à un lecteur qui aurait absorbé toute la littérature mondiale sans jamais avoir vécu une déception. Il peut décrire le chagrin avec une précision clinique,
citer Proust, Dostoïevski, mais quelque chose manque dans sa compréhension. La barrière d'abstraction pose la même question à l'IA. Maîtriser les descriptions d'une expérience et comprendre l'expérience elle-même sont peut-être deux choses différentes. Sortir de notre espace conceptuel, inventer un cadre que nul humain n'a jamais imaginé, on ne sait pas encore si c'est possible, et le texte est honnête là-dessus. Si cette barrière est réelle, certaines innovations majeures pourraient rester inaccessibles aux IA pendant longtemps. La puissance de calcul n'y changerait rien, faute de concepts fondateurs que personne n'a encore formulés. Et le dernier de ces obstacles, le seul que les humains contrôlent vraiment, c'est la régulation. La régulation ou un accident grave, la pression sociétale, tout ça peut déclencher un ralentissement délibéré. Et l'étude est honnête sur le piège. Les pressions économiques et la course internationale peuvent contourner ces freins, surtout sans coordination globale. Autrement dit, c'est l'obstacle le plus incertain de tous, le seul qu'on choisit d'ériger, et donc le seul qu'on peut aussi choisir de ne pas ériger. Chapitre 4. Ce qu'une superintelligence ne pourra jamais faire. La physique ne négocie pas avec l'intelligence, quelle que soit sa taille. On projetait deux futurs, l'utopie intégrale d'abord, l'ASI arrive et tout s'améliore, le cancer guéri et la mort repoussée, ou bien le cauchemar inverse où tout s'effondre, les humains deviennent inutiles, la machine prend le contrôle. L'étude dit que les deux scénarios reposent sur la même erreur, confondre intelligence et toute puissance. Même une superintelligence est soumise aux lois de la physique. L'information ne voyage pas plus vite que la lumière, pensez-y, un système distribué aux quatre coins du globe sera toujours limité par ce délai, quelle que soit son intelligence. Les lois thermodynamiques imposent aussi leur plancher propre, effacer de l'information coûte de l'énergie incompressiblement, et l'espace physique lui-même plafonne la quantité d'informations qu'on peut stocker dans un volume donné. Ces contraintes ne dépendent pas de l'intelligence, elles sont dans le tissu de l'univers. Les mathématiques ajoutent leurs propres limites, certains problèmes resteront pratiquement insolubles, quelle que soit la puissance disponible, parce que l'espace de solution est trop vaste pour être parcouru, même avec toute l'énergie de la galaxie. Et il y a des vérités qui sont vraies, mais impossibles à démontrer depuis l'intérieur d'un système logique. Gödel l'a prouvé il y a 95 ans. L'intelligence ne contourne pas ça. L'étude le dit directement, dépasser l'intelligence humaine par une large marge n'implique pas l'omniscience ni la toute-puissance. Guérir le vieillissement en est le meilleur exemple, pas parce qu'une ASI ne serait pas assez intelligente, mais parce que c'est un défi d'ingénierie biologique dans un monde physique en temps réel. La biologie du vieillissement est un système d'une complexité extraordinaire, avec des millions de variables couplées, des boucles de rétroaction que même les meilleurs modèles actuels ne cartographient qu'imparfaitement. Transférer la conscience d'un cerveau humain vers un support numérique pose les mêmes problèmes, c'est un problème de physique et de biologie moléculaire, pas un puzzle logique que l'intelligence peut résoudre en claquant des doigts. On ne résout pas ça en optimisant un calcul. Ce cadrage change quelque chose d'important pour un décideur. La superintelligence n'est pas un oracle tout-puissant qui rend les humains obsolètes d'un coup. C'est un amplificateur extraordinairement puissant, capable d'accélérer la recherche à des vitesses inimaginables en détectant des corrélations qu'aucun humain ne verrait, mais soumis aux mêmes lois fondamentales que nous. La distinction est pratique, pas philosophique. Une ASI peut vous dire quelle molécule candidater contre le cancer, mais elle ne peut pas remplacer les essais cliniques sur des patients réels. En matière de modélisation du climat, elle peut atteindre des résolutions jamais vues, dissoudre physiquement une tonne de dioxyde de carbone par décision de calcul, ça, c'est hors de sa portée. Un dirigeant qui attend d'une ASI qu'elle résolve des problèmes humains complexes en appuyant sur un bouton se trompe d'outil. Ce qu'elle peut faire, et c'est déjà immense, c'est comprimer radicalement le temps entre l'identification d'un problème et les premières pistes de solution. Certaines trajectoires de recherche qui s'étiraient sur des décennies pourraient se dérouler en quelques années dans les domaines les plus adaptés. Des stratégies d'adaptation climatique testées sur des milliers de scénarios en quelques heures. Ce que cela change pour un décideur, c'est la vitesse à laquelle les questions scientifiques reçoivent leurs premières réponses exploitables.
Les humains restent indispensables pour poser les bonnes questions et interpréter les résultats dans leur contexte, décider de ce qui mérite d'être testé. Ce qui se transforme, c'est la vitesse, l'échelle, la portée, pas les règles du jeu. Et c'est précisément ce qui rend la question de qui gouverne ces systèmes si centrale. Chapitre 5. Le signal caché. DeepMind ne publie pas seulement une théorie, il construit ses propres défenses, avant que quiconque ne le lui demande. Il y a un détail de calendrier que j'ai vu mentionné nulle part dans la presse. L'étude From AGI to ASI est soumise le 10 juin 2026. 8 jours plus tard, le 18 juin, Google DeepMind publie un second document, une feuille de route détaillée sur le contrôle interne de ses agents, tout ce qui concerne la surveillance de systèmes déjà déployés et la résilience face au cas où l'alignement échoue. Ces deux textes ne se lisent pas séparément. L'un regarde vers l'avenir, où vont ces systèmes, quelle forme prendra la superintelligence, par quel chemin elle arrivera. Mais la seconde publication, celle du 18 juin, se concentre sur le présent. Comment garder un œil humain sur des agents déjà en production et maintenir sous contrôle ce qui est déjà déployé. C'est une déclaration d'état d'esprit plus que de technologie. DeepMind n'attend pas que la régulation externe arrive. Il s'auto-régule avant et il le documente publiquement. Ce mouvement dit quelque chose sur ce qu'ils estiment vraiment. Quand les gens qui construisent ces systèmes commencent à bâtir des défenses contre leur propre création, c'est qu'ils jugent la trajectoire réelle, à portée de vue. Non demain matin, mais dans un horizon qui justifie d'agir maintenant et non de planifier d'agir un jour. Ce parallèle avec d'autres industries est frappant. L'aviation a développé ses protocoles de sécurité après les premières catastrophes, pas avant. Le nucléaire civil a mis encore plus de temps, souvent sous la pression d'accidents que personne n'avait anticipé. L'industrie IA, elle, semble vouloir faire différemment. Construire les garde-fous au moment même où la technologie se déploie. C'est une posture historiquement rare, et elle mérite d'être soulignée, même si les garde-fous d'un seul laboratoire ne remplacent pas une gouvernance globale. On pourrait objecter que DeepMind agit aussi dans son intérêt propre. Publier des garde-fous renforce la confiance des régulateurs et la réputation institutionnelle. C'est vrai, et ça ne rend pas la démarche moins réelle. La sécurité peut être à la fois sincère et stratégique, et les deux ne s'annulent pas. Ce qui se pose concrètement, aujourd'hui, les décisions sur ces systèmes sont prises dans une poignée de laboratoires par quelques centaines de chercheurs et dirigeants. Leurs contraintes sont réelles. Ils naviguent dans un contexte de compétition internationale intense, sous la pression de cycles d'innovation courts. Mais ce sont eux qui définissent l'agenda, et c'est dans ce cercle restreint que se décide ce qui constitue un garde-fou acceptable et dans quelles conditions déployer. Une gouvernance plus large changerait ces contraintes. Elle les ralentirait sur certains points, elle en accélérerait d'autres en rendant les déploiements plus légitimes et les risques mieux partagés. L'étude se conclut sur une phrase d'Alan Turing, écrite en 1950. We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done. 76 ans plus tard, les chercheurs qui ont formalisé l'intelligence artificielle reprennent cette phrase, pas comme une belle citation de fin, comme un programme de travail. Pour quiconque écoute cet épisode, la grille de lecture n'est pas quand arrive l'AGI, ni faut-il avoir peur. C'est une question structurelle que ce texte pose à chaque page. Si la superintelligence arrive probablement comme une organisation et non comme un génie solitaire, qui contrôle le design de ces organisations? Qui en décide les objectifs? Comment leurs garde-fous sont-ils réellement audités et par qui? Et comment représenter les intérêts de ceux qui ne sont pas dans la salle quand ces décisions se prennent? DeepMind vient de publier sa réponse provisoire. Elle n'est pas rassurante au sens où elle résoudrait le problème, mais au sens où elle prouve que les gens qui construisent ces systèmes pensent à ce qui vient après. Le reste appartient aux institutions et aux dirigeants qui liront cette étude, et à ceux qui ne le liront jamais, mais vivront dans le monde qu'il décrit. Vous écoutiez Google DeepMind, la roadmap vers la superintelligence. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a offert une grille de lecture utile, partagez-le à quelqu'un qui en a besoin.